Voilà, donc la révolution des Provinces-Unies des Pays-Bas, c'est la troisième intervention sur 5 pour ce qui concerne ce module sur les révolutions bourgeoises. Quelles sont les limites de temps de cette révolution? On va dire 1566-1609. Donc 34 plus 9, 43 ans. 43 ans. Je remonte encore un petit peu. 1556. 1556. Eh bien, quel est le souverain dont héritent les Pays-Bas? Ils héritent comme souverain de Philippe II d'Espagne, dont les dates à lui sont 1527-1598. Donc en 1527, en 1556, il est encore assez jeune. Et il est à la tête de l'absolutisme le plus puissant d'Europe. Et Philippe II, il a hérité cet empire de Charles Quint, 1500-1558. C'est-à-dire qu'en 1556, il a encore 2 ans à faire. La révolution des Provinces-Unies des Pays-Bas, ça c'est l'appellation finale à la fin de la période révolutionnaire. Là, je vais commencer en parlant de la révolution des Pays-Bas, tout simplement. Mais à la fin de la période révolutionnaire, il faudra dire les Provinces-Unies des Pays-Bas. La révolution des Pays-Bas, c'est une des premières révolutions bourgeoises d'Europe. C'est pour ça qu'il faut la regarder. Et alors, elle est un petit peu compliquée, cette révolution, à décrire, parce qu'elle recoupe un grand événement aussi, qui est la guerre de 80 ans que les Pays-Bas ont menée contre l'Espagne. Guerre de libération. Guerre de libération. Et donc les deux s'enchevêtrent. Et ça rend la description de cette révolution particulièrement complexe. À cet égard, je vous indique que mon ambition n'est pas de vous rendre spécialiste de la révolution des Pays-Bas, mais de vous apporter des éclairages, des réflexions au passage, et d'enrichir, l'ambition elle est là, d'enrichir votre culture générale. Votre culture générale. Si vous voulez être spécialiste des Pays-Bas, il faut vous référer à la bibliographie qui se trouve dans les librairies. Donc, 1556, Philippe II d'Espagne hérite des Pays-Bas. Quels sont les éléments de contexte? La région, elle fait 1,5 million d'habitants. Un petit 1,5 million. Elle est composée au XVIIe siècle, en dépit de ce petit 1,5 million, de 17 provinces. Ça dit déjà quelque chose. Hein, 1,5 million que divise 17 provinces. Bon. Elles sont gouvernées depuis Bruxelles. Et qu'est-ce qu'il englobe, ce territoire? Les territoires actuels de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, donc, du département français du Nord, 59, et la plus grande partie du département du Pas-de-Calais, 62. Voilà. C'est ça les Pays-Bas de l'époque, au XVIe siècle. Cet ensemble a été initialement constitué par les ducs de Bourgogne, que nous connaissons vaguement de nom, les ducs de Bourgogne, territoire constitué entre 1384 et 1473, donc ça remonte quand même un peu. Sur toutes ces choses-là, je n'insiste pas, hein, je vous cite les dates, je vous jette les dates à la figure, c'est juste pour que vous voyez que ça remonte quand même à l'an Pépin.
Entre 1523 et 1543, Charles Quint, j'ai cité le nom de Charles Quint tout à l'heure, il a conquis et ajouté les 5 provinces au nord-est du Zuiderzee. Cette région de Zuiderzee, c'est la région la plus riche, la plus dense et la plus urbanisée d'Europe à l'époque. Et a également la plus grande flotte de commerce. Et cette puissance économique se reflétait dans le fait que le peuple néerlandais était sans doute le mieux logé et le mieux nourri de l'Europe. Au XVIIe siècle, Richelieu soulignait encore le miracle hollandais et l'opulence des Hollandais. Fin du XVIe siècle, les 2 tiers des navires qui franchissaient le Sund danois portaient leur pavillon. C'est Wood qui dit ça. Voilà, Wood, c'est l'un des historiens. V2OGD, c'est l'un des historiens des Pays-Bas. Les Pays-Bas ont créé à l'époque 2 grandes compagnies, les compagnies des Indes orientales et les compagnies des Indes, la compagnie des Indes orientales et la compagnie des Indes occidentales. Elles sont florissantes, puissantes, beaucoup de navires, etc. Cette richesse, elle tranche avec le reste de l'Europe occidentale. Là, on laisse de côté l'Europe centrale, etc. De l'Europe occidentale. À cette époque-là, l'Europe occidentale, elle est enfoncée dans ce que l'on a appelé la Grande Dépression, de la fin du Moyen-Âge, et qui s'étale, qui s'étire, qui s'étire. Et cela va faire qu'au XIVe et au XVe siècle, les anciens Pays-Bas bourguignons vont être très convoités. Leur base productive présente des traits originaux. D'abord et avant tout, il faut mentionner la conquête inlassable de territoires sur les rivières, les fleuves et la mer. Cette œuvre au long cours, éminemment collective, favorise déjà par elle-même de multiples manières un allègement précoce du régime seigneurial et un développement des liens communautaires. Elle permet par ailleurs le développement de l'agriculture intensive et de l'élevage en lien avec les villes proches. Voilà, j'insiste, vous avez vu tout le nombre de choses importantes qui ont été dites là et qui donnent une idée sur les classes sociales qui sont derrière. Hein. Donc les Pays-Bas de l'époque sont un pays de villes. On en compte, le nombre paraît énorme, 200. J'ai dit 1,5 million d'habitants, 200 villes. Donc il y a probablement, ça je l'ignore, mais j'imagine qu'il y a là-dedans beaucoup de villes toutes petites. Donc 200 villes au XVIe siècle, dont 19 de plus de 10 000 habitants. Voilà. Donc toutes les autres, elles ont quelques milliers d'habitants. Mais en Angleterre, combien y en a-t-il de villes? Il y en a 4. En Angleterre, 4. Ce n'est pas la vision que nous, aujourd'hui, nous avons de l'Angleterre. Anvers, en Pays-Bas, Anvers, la plus grande ville, 80 000 habitants. Londres s'apprête à multiplier sa population par 10 avec la révolution industrielle, et je crois qu'elle va flirter avec le million. Eh bien, Anvers, à cette époque-là encore, 80 000 habitants, c'est la métropole commerciale et bancaire de l'Europe du Nord. Par ailleurs, la Hollande possède une véritable classe ouvrière, travaillant dans des manufactures urbaines de textiles, dans l'industrie de la houille, Limbourg, Hainaut, dans la sidérurgie, Namurois, Ardennes, les tourbières en Flandre, Hollande, et les salines en Zélande. Voilà. À noter la noblesse qui est un peu
plus nombreuses, et tu vas dire la suite. Voilà. À noter que la noblesse en Hollande, aux Pays-Bas, est peu nombreuse, 1% de la population. Donc j'ai dit 1,5 million, donc ça fait peut-être 15 000, logiquement, ça devrait faire 15 000 nobles. Rien à voir avec l'Allemagne, 5% de la population de la noblesse. En France, c'est pareil, 5%. En Espagne, la noblesse, c'est 8%. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Et la noblesse, elle est même absente de certaines régions. Lesquelles? Eh bien, toutes celles dont les territoires ont été récemment conquis sur la mer. Cette conquête, c'est la bourgeoisie qui l'a faite, pas la noblesse. La noblesse, elle a conquis les premiers territoires conquis dans les siècles passés, mais pas les derniers. Dans ce pays prospèrent les villes. Les villes cherchent très tôt, y compris par des révoltes antiseigneuriales, à imposer leur autonomie administrative et à défendre leur liberté communale face à leur puissance tutélaire, nobiliaire et ecclésiastique. Un demi-siècle après le début de l'influence bourguignonne, les organes centraux de l'État bourguignon se réduisent encore à un peu de choses. Quand Philippe le Bon va décider de remédier à cet état de choses, il va se heurter à beaucoup de résistance, surtout de la part des villes, et ne parviendra pas à transformer ces Pays-Bas en un État véritablement unifié. Les premiers sont convoqués en 1464. Les États généraux. Les États généraux, oui. Et ils vont prendre l'habitude de se réunir fréquemment et longuement et de prolonger leurs travaux par des comités permanents. Globalement, les anciens Pays-Bas sont donc extrêmement décentralisés. Intégration, politique lâche, dira Beer. Enfin, il n'y a pratiquement pas d'armée permanente. Alors, encore une fois, vous voyez toute cette citation, vous voyez l'accumulation de caractéristiques particulières qui font écho à ce que nous avons dit la semaine dernière. Hein, par exemple, le rôle des États généraux. Vous voyez, là, ils ne demandent rien à personne, les États généraux, ils se réunissent et ils créent des comités permanents. Il n'y a pas d'armée aussi. Donc, il n'y a pas ce contre-pouvoir que dans d'autres circonstances, dans d'autres pays, il peut y avoir. Et puis aussi, l'État, il est faiblard, et ça va avec une décentralisation assez avancée. Tout un tas de caractéristiques qui vont intervenir après, qui vont peser considérablement au moment, pendant l'époque révolutionnaire. Ultime note d'ambiance, il y a la question du protestantisme, qui est en progrès dès les premières années du XVIe, 1520, 1530, spécialement dans les villes, et qui fait l'objet d'une répression incessante de la part, évidemment, de l'Espagne, des autorités espagnoles. On trouve le luthérianisme comme forme de protestantisme, on trouve le luthérianisme chez une minorité de grands bourgeois cosmopolites, tandis que l'anabaptisme simple et égalitariste, eh bien, on le rencontre chez les ouvriers et les petits artisans. Ne me demandez pas de décrire ces formes de protestantisme. Plus tard, dans le XVIe siècle, dans les années 1550, on va trouver le calvinisme aussi. Rigide et élitaire, dit ma source, comme forme de protestantisme, et qui va se développer massivement parmi la petite bourgeoisie aisée et cultivée, ainsi que parmi de nombreux intellectuels de la petite noblesse.
Voilà les notes un peu dispersées que l'on peut proposer, accumuler, avant que de rentrer dans la description du processus révolutionnaire. Donc je disais qu'il est particulièrement embrouillé. Je vais, dans une première partie, essayer de le clarifier, en tout cas le début du processus. Dans une deuxième partie, je vais décrire l'issue sur laquelle il va déboucher. Et dans une troisième partie, je dirai quelques petites choses sur les suites de la période révolutionnaire pour la Hollande. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Qu'est-ce qui va se passer pour la Hollande au XVIIe siècle? Je ne sais pas si vous en avez une idée. Donc, on peut le dire tout de suite, le XVIIe siècle, c'est la Hollande, hein, en Europe occidentale. Le XVIIe siècle, il est hollandais. Donc, le processus révolutionnaire embrouillé, l'issue et la suite. Pourquoi il est embrouillé? C'est parce que il y a l'imbrication entre la révolution bourgeoise et la libération nationale. La lutte, la guerre de libération nationale contre l'Espagne. Et donc, on ne sait pas toujours faire la part des choses entre ce qui est la révolution bourgeoise et la guerre de libération nationale. On va essayer, là, chemin faisant, de le faire, mais ce ne sera pas évident. D'autant que tout au long de la période, ou une grande partie de la période, il y a un individu, Guillaume de Nassau, prince d'Orange, dont les dates sont 1533-1584, il y a un individu qui joue à contre-emploi. C'est un noble, hein, Guillaume de Nassau, prince d'Orange. C'est un noble. Oui, mais c'est un noble qui, à un moment donné, je reprends une expression de la semaine dernière, va chevaucher la révolution bourgeoise. Bon. Je distingue 4 temps. Premier temps, 1566-1567, 2 ans, un premier mouvement qui est réprimé. Deuxième temps, j'y reviens. Deuxième temps, 1567-1576, 9 ans, la guérilla des gueux, et qui débouche sur quelque chose qui va perdurer, c'est 3 provinces libérées. 3 provinces des Pays-Bas vont être libérées. Troisième temps, 1576-1578, 2 ans, enfin 2-3 ans, la crise révolutionnaire. Et quatrième temps, une longue période de 12 ans, 1578-1598, qui est une période de contre-révolution, et là on se demande ce qui va advenir de cette révolution bourgeoise. Est-ce qu'elle va perdurer? Est-ce qu'elle va capoter? Ou est-ce qu'elle va déboucher? Donc le premier temps, un premier mouvement qui est réprimé, 1566-1567. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans les années 1560, donc je prends quelques années de recul par rapport à ce que je vais décrire. On a assisté au renforcement du pouvoir absolutiste espagnol. Et ça suscite un mécontentement croissant parmi la noblesse et les patriciens, c'est-à-dire les possédants, les riches. Le renforcement absolutiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils perdent leurs prérogatives. Exemple, les prérogatives de justice. En France aussi, nous avons connu ça. Par ailleurs, il y a l'action de l'Inquisition contre les protestants. Là, l'Inquisition, c'est l'Église, hein. Ce n'est pas les Espagnols, hein. C'est l'Église qui est aux premières lignes contre les protestants. Cela aussi, ça énerve la population
y compris, il faut le dire, la population qui est majoritairement d'obédience catholique. Elle n'est pas pour. Là, on rejoint des caractéristiques d'Europe du Nord, où les individus sont très sensibles sur les questions de personnes, sur les questions de liberté individuelle, etc. C'est encore vrai aujourd'hui, ce qui ne les empêche pas d'être contaminés par l'extrême droite, mais ça reste vrai. Donc, tout cela, il y a un énervement de la population. Cette colère, elle est augmentée par une mauvaise récolte en 1564-1565. Bon, les mauvaises récoltes, nous aussi pour la Révolution française, nous avons connu ça. Et puis aussi par encore autre chose, par la guerre entre le Danemark et la Suède qui cause du chômage dans les Pays-Bas. Sans doute parce que cela perturbe les flux commerciaux, etc. Il me fait des tours terribles. Ouais, non, c'est parce que je me suis éloigné de mon texte. Voilà. Alors, craignant une exposition des révoltes. Une explosion de révolte. Oui, une explosion, c'est mieux. La noblesse tente d'infléchir Philippe II. Elle obtient le départ du Honey Carnival Granvelle, mais non la fin des persécutions contre les protestants. Quelques centaines de petits nobles signent une pétition demandant la modération des poursuites à l'encontre des protestants. Et alors qu'ils portent cette pétition en cortège à la régence des Pays-Bas, ils se font traiter de gueux. Parole malheureuse qui ne peut qu'alimenter la contagion de la colère vers les milieux populaires, tout en favorisant la rencontre entre les gueux, les vrais et la noblesse. Voilà. Donc vous avez un petit truc là au passage, le départ du Honey Cardinal Granvelle. Vous avez là une idée, c'est que les représentants du roi servent souvent de fusibles. C'est souvent eux qui sautent quand le peuple ou les nobles ou les bourgeois, quand telle ou telle force sociale se révolte. Donc, la régente va céder devant cette coalition, cette rencontre, comme vient de le dire Hugues, entre les gueux et la noblesse. Elle va céder, elle fait cesser les poursuites, enfin, contre les protestants. Et là, on a une situation où le pouvoir, il est momentanément paralysé, mais où le roi, quand même, refuse de réunir les États généraux. Encore un qui refuse de réunir les États généraux. Or, nous venons de voir que dans les Pays-Bas, les gens ont une culture qui ne va pas du tout dans ce sens-là. Ils les réunissent quand bon leur semble, les bourgeois en particulier. Et donc là, ils refusent. Et bien bientôt, c'est l'explosion, bien sûr. L'automne de 1566 est marqué par ce que l'on appelle, dans la littérature historique de l'histoire des Pays-Bas, la furie iconoclaste. Furie iconoclaste. Donc des églises sont saccagées, des prêtres assassinés et les milices bourgeoises laissent faire. Les milices bourgeoises qui existent donc, elles laissent faire. Et ce que voyant, les aristocrates, et notamment notre fameux prince de Nassau, prince d'Orange, et les patriciens, les possédants, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils répriment tout. Ils répriment tout ça. Ils tirent dans le tas. Mais la régente réprime encore plus férocement qu'eux. Donc, boule de neige, surenchère dans la répression. Et Philippe II, pour l'aider,
il envoie une armée de 60 000 hommes, commandée par le duc d'Albe. À peine arrivé, notre duc d'Albe, il fait exécuter les comtes d'Egmont et de Horn. Alors il faut savoir qu'aux Pays-Bas, à l'époque, il y a 3 comtes qui dominent le paysage. Nous avons l'ami prince d'Orange, déjà plusieurs fois cité, et ces deux-là, comtes d'Egmont et de Horn. Et donc sur les 3, eh ben, il en trucide 2 quand même. Pourquoi? Parce qu'ils sont jugés trop mous face aux troubles populaires. Et 8000 gens du peuple subissent le même sort, assassinés. Donc on rentre dans les maisons et à ce compte-là, eh bien, l'ordre est restauré. Ouais. Voilà comment on restaure l'ordre. Voilà le premier temps de la valse. J'en ai annoncé 4. Voilà le premier moment. Un mouvement populaire réprimé. Là, on peut dire vraiment dans le sang, dans un bain de sang. Le deuxième temps, 1567-1576, 9 ans. La guérilla des Gueux et les 3 provinces libérées. Bon, déjà, vous voyez que l'issue n'est pas la même. Il y a 3 provinces libérées à la fin. Ces 9 ans, donc, sont plus positives. Il y a une autre situation qui diffère, c'est qu'on n'a plus qu'un seul prince. On n'a plus que le prince d'Orange. Bon. Et on va voir que ça va le mettre dans une situation un peu spéciale. L'ordre règne, ai-je dit, mais il règne, c'est vite dit en réalité, parce que les insurgés continuent de résister et ils mènent des actions de guérilla. Guérilla des Gueux. Ils mènent des actions de guérilla et ils font ça, très important, avec la caution, la neutralité de Guillaume de Nassau, prince d'Orange. Il les laisse faire. C'est pas mal pour les Gueux parce que ça leur procure une légitimité princière. Hein? Le prince les laisse faire. Et pratiquement aussi, ça leur apporte des appuis diplomatiques. Parce que qui dit prince d'Orange, eh bien dit aussi d'autres princes, d'autres institutions qui sont alliées à cet homme, à ce noble. Et puis, il est capable de mettre à leur disposition des experts militaires et aussi des mercenaires. Il y a quand même pas mal d'avantages au bout du bout. Les troupes d'Orange, malgré tout, sont battues en 1568, de sorte que ce sont les gueux de mer qui assument seuls la résistance. Ils mènent des actions de piraterie à partir, surtout, des ports anglais. Pendant ce temps, l'administration absolutiste se renforce rapidement. Mais elle se renforce rapidement, mais justement vient un moment où, de nouveau, elle provoque la colère de la population. Donc vous voyez là, la résistance continue de la population à la mise en place de l'absolutisme. C'est là-dessus c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, l'absolutisme, c'est quoi concrètement? C'est les impôts. Donc, le roi veut lever des impôts, son représentant veut lever des impôts, les gens ne sont pas d'accord. Surtout que le roi veut les lever, ces impôts, sans passer par les États généraux. Il n'a pas compris qu'aux Pays-Bas, les États généraux, c'est une institution sacrée, importante, incontournable. Et donc, il déclenche par ce comportement une grève générale. Une grève générale de qui? Pas des gueux, de la bourgeoisie. Attention, c'est autre chose. Une grève générale, donc les bourgeois, ils ferment les boutiques, les manufactures, les commerces, ils ne versent plus aucun impôt. Vous imaginez le chômage que ça crée.
Donc on peut imaginer que derrière, après les bourgeois, très vite il va y avoir les gueux qui vont se manifester. En 1572, une vague d'insurrection populaire est en cours en Hollande et en Zélande. Avec le renfort des gueux des mers, elle parvient à chasser les officiels espagnols avec la passivité bienveillante des milices bourgeoises. Voilà la Hollande et la Zélande libérées. Utrecht va bientôt se joindre à elle. Orange tente à nouveau une invasion à partir de l'Allemagne, mais doit se réfugier dans les provinces libérées. Voilà. Donc là, il est persona grata dans les provinces libérées. Il a essayé d'en libérer d'autres, il n'y est pas arrivé. On va voir qu'à 2, 3 ou 4 reprises, Orange perd des batailles. Hein. Ça n'a pas l'air d'être un grand stratège. Hein. Il perd souvent des batailles et est obligé de se réfugier ici ou là. Les États provinciaux de Hollande, libérés, jettent immédiatement les bases d'un nouvel État, ne perdent pas de temps. Les provinciaux libérés, immédiatement, ils se mettent au travail. Et un État qui, bien que dirigé par le noble Orange, est républicain quand même, car l'exécutif est élu, ce qui à l'époque est remarquable, évidemment. Les barrières douanières intérieures, ça c'est signé de la bourgeoisie. Les barrières douanières intérieures sont abolies et la liberté religieuse accordée. Leyde, une ville des Pays-Bas, en Hollande méridionale, inaugure le 8 février 1575 la deuxième université calviniste d'Europe. La première, c'est celle de Genève. C'est donc quand même à signaler. Cela dit, l'armée royale, l'armée espagnole menace toujours, mais son avance est entravée par les bras de mer, les fleuves, les lacs qui peuplent ce pays. Quand on y est allé, on voit à peu près ce qu'on veut dire. La flotte royale, par contre, elle est battue dans le Zuiderzee par les gueux des mers. Gueux des terres, gueux des mers. Gueux des terres, gueux des mers. Et donc là, on assiste au début de la débandade pour les troupes espagnoles dans les 3 provinces libérées. En plus, elles ne sont plus payées régulièrement. Ça va se reproduire plusieurs fois, ça. Les troupes espagnoles pas payées et qui se transforment en bandits. Et donc, là, Guillaume d'Orange, eh bien, il va se retrouver à la tête d'une révolution bourgeoise qui est en train de construire un État, etc. Et l'issue des affrontements est encore indécise. Et les ravages des troupes espagnoles en désertion continuent. Louis de Requesens, successeur du duc d'Albe, tente des négociations, mais sans succès. Orange, fort de son avantage, préfère laisser pourrir la situation. Bientôt, le roi Philippe II se déclare en faillite, certains régiments se sont armés, se mutinent et son autorité est suspendue dans le vide. C'est bien son autorité voilà. Qui est suspendue dans le vide. Voilà, donc vous voyez, on est dans une situation qui globalement est positive. Il y a 3 provinces libérées. Philippe II, il est en faillite. Son armée n'est plus payée. Donc, mais vous voyez aussi l'imbrication entre révolution bourgeoise et guerre de libération nationale. Elle est particulièrement évidente à cette période-là. 3e temps de la valse, plus bref, 1576-1578, c'est la crise révolutionnaire, un épisode bref de crise révolutionnaire. 2 aspects. D'abord, la déroute de l'absolutisme, je vais le décrire, et puis deuxièmement, les bourgeois radicaux
qui s'oppose à la noblesse wallonne, qui, elle, est contre-révolutionnaire. Alors, la déroute de l'absolutisme. Le pouvoir royal, il est sans armée. Elle est plus payée, etc. Et aussi sans gouverneur. Et donc, là, la situation, elle est anarchique. Les États généraux et provinciaux, ils vont être convoqués sans passer par le roi. Ça ne leur fait pas peur aux États généraux aux Pays-Bas, ils sont coutumiers du fait. Et ils vont combler le vide en prenant le pouvoir en dehors des 3 provinces déjà libérées. Je vous les rappelle, Hollande, Zélande, Utrecht, déjà libérées en première période, et ils vont prendre le pouvoir en dehors de cette zone-là, sous la pression des manifestations populaires. Et ce sont les classes dominantes traditionnelles qui vont le faire. Clergé, noblesse et patriciat. Voilà, vous voyez, c'est encore un élément rock'n'roll, si vous voulez. Hein. Ce n'est pas à eux de le faire, c'est eux qui le font néanmoins. Et leur but, c'est, mon expression de la semaine dernière, leur but, c'est de chevaucher et de canaliser l'explosion populaire, tout en espérant pouvoir en descendre du tigre, tout en espérant arriver le plus vite possible à calmer le jeu, c'est-à-dire à obtenir un compromis, sauvegardant l'ordre traditionnel avec le roi, que diable, évidemment. Hein. Le roi reste la référence. Mais aussi avec quelqu'un d'autre qui est devenu incontournable, c'est le prince d'Orange, donc il faut aussi penser à faire un compromis avec lui, avec Orange, et les États de Hollande, Zélande, Utrecht, ils sont libérés, eux. Hein. Donc il faut obligatoirement aussi en passer par eux, leur demander leur avis. Pendant ce temps, les troupes espagnoles, en débandade, continuent de semer la terreur dans le pays. Vous allez voir. Le 3 novembre 1576, elles prennent Anvers, où elles commettent des massacres et pillages pendant des jours et des jours. 100 000 maisons brûlées, 8 000 personnes massacrées. C'est ce qui est appelé la furie espagnole, sous la pression de laquelle les États généraux et le prince d'Orange signent un accord, la pacification de Gand. L'accord est entré sur la question de la paix. D'abord rétablir la paix et chasser les troupes espagnoles. Les problèmes politiques et religieux sont renvoyés à plus tard. Voilà, encore un exemple d'intrication. Où est la révolution bourgeoise là-dedans? Où est la guerre de révolution nationale? Vous voyez, on peut le dire bien entendu, mais on voit bien que c'est quand même particulièrement embrouillé. Philippe II envoie aux Pays-Bas un nouveau gouverneur, un énième gouverneur. Je n'ai pas cité à chaque fois les changements de gouverneur, mais il y en a déjà eu 2 ou 3. Bien. Il envoie un nouveau gouverneur, Don Juan d'Autriche, qui ratifie la pacification de Gand. Il retire les troupes espagnoles et, fort de ses concessions, eh bien, il obtient la possibilité d'entrer à Bruxelles. Mais là, il y en a un autre qui n'est pas content de ça, c'est le prince d'Orange, Guillaume d'Orange, de voir cet Espagnol, représentant de Philippe II, entrer à Bruxelles. Alors, parce que le prince d'Orange, lui, ne veut pas abandonner le protestantisme, etc. Donc, toutes les avancées de Philippe II, ça ne lui plaît pas. Et nous touchons là à cette entrée d'Orange dans Bruxelles, à un nœud de complexité particulier de la révolution hollandaise. L'entrée d'Orange dans Bruxelles déplaît au plus haut point à l'aristocratie wallonne, bruxelloise, car Orange et l'orangisme ne sont pas associés à l'aristocratie. Bien que Orange soit prince, mais au patriarcat,
au patriciat urbain en Hollande-Zélande et aux communes démocratisées dirigées par la bourgeoisie appuyée sur la plèbe. En France, en Flandre, hein, et au Brabant et au Hainaut. Voilà. Vous voyez, encore des éléments de complexité, c'est un truc de fou parce que Hollande-Zélande, c'est un patriciat urbain qui est aux manettes, mais par contre, en Flandre, Brabant, Hainaut, on parle de communes démocratisées. Les 200, là, enfin, la partie de ce territoire, les communes de ce territoire, les villes de ce territoire. Donc combien sont-elles? Peut-être 20, 30, 40 sur les 200 qui sont démocratisées et dirigées par la bourgeoisie appuyée sur la plèbe. Attention à la nuance, elle est très importante. Donc, on est globalement sur une déroute de l'absolutisme dans ces années-là. Les troupes espagnoles, elles continuent de faire pique-pendre, mais la révolution bourgeoise avance, la construction de l'État dans chacune des provinces avance, et face à Orange, parce que Orange, vous avez vu, il est rentré dans Bruxelles. Et l'aristocratie wallonne, ça ne lui plaît pas du tout. Parce que pour elle, Orange, qui est un prince, je répète, hein, c'est un prince, mais c'est pas un prince, quoi. Hein, c'est un prince qui chevauche la révolution bourgeoise. Donc ça, c'est caca. Hein, sauf que Orange, il est rentré dans Bruxelles. Donc là, la bourgeoisie wallonne, l'aristocratie wallonne, la noblesse wallonne, il faut qu'elle fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va imposer un nouveau gouverneur espagnol, représentant de Philippe II, l'archiduc Mathias de Habsbourg, cousin de Philippe II. C'est ça qu'elle a trouvé comme solution pour embêter, parce que je ne veux pas dire un autre mot, pour embêter le prince d'Orange. En riposte, bourgeois et plébéiens prennent le pouvoir à Bruxelles. Donc là, l'aristocratie, elle en est pour ses frais. À Bruxelles et à Gand, en 1577. Et ils en chassent le patriciat traditionnel, c'est-à-dire là, à Bruxelles et à Gand, les aristocrates du lieu. Sauf que rien n'est parfait. En janvier 1578, l'armée royale, elle bat celle des États généraux. Donc là, les États généraux, ça veut dire révolution bourgeoise. Elle bat l'armée des États généraux. Orange et les États généraux doivent donc se réfugier à Anvers, qui est dans une province libérée, à la frontière de la Flandre et du Brabant. Sauf que, dans cette bagarre, l'aristocratie wallonne a pris la direction de l'armée des États généraux, qui a été créée par la bourgeoisie. Bon, ça s'embrouille évidemment. Et donc, que vont faire les Gantois? Eh bien, ils vont rajouter de l'embrouillamini à l'embrouillamini, ils vont lever leur propre milice et font alliance avec Bruxelles. Vous remarquez au passage qu'à cette époque-là, aux Pays-Bas, ça ne serait peut-être pas le cas dans d'autres pays, mais aux Pays-Bas, on fait alliance entre villes. Une ville, elle est prise globalement. Elle est acquise à une tendance, à une sensibilité, aux bourgeois, aux aristos, etc. Voyez? Et donc, on fait alliance avec une ville. Et donc, ils lèvent leur propre milice, font alliance
avec Bruxelles, ce qui leur donne le pouvoir dans tout le sud des Pays-Bas. Qui cela va mécontenter? Cela va mécontenter l'aristocratie wallonne, puisque ça c'est son territoire à elle. Et donc, l'aristocratie wallonne, elle va se radicaliser, et elle va radicaliser avec elle les populations, les masses populaires de ce territoire. Et donc, la bourgeoisie appuyée sur le peuple, les masses populaires et la bourgeoisie de ce territoire. Et la bourgeoisie appuyée sur le peuple va s'emparer d'Arras, Saint-Omer, Bruxelles, Ypres, Amsterdam, c'est-à-dire en fond l'ensemble des villes du Sud. Il n'y a que Amsterdam qui n'est pas une ville du Sud dans cette liste. Elle va s'emparer de toute cette frange du Sud des Pays-Bas. Là, c'est un sérieux revers pour la révolution bourgeoise initiale. Là, je ne parle pas des bourgeois qui contribuent à cet envahissement des villes du Sud. Ils jouent contre leur camp. Quatrième temps de la valse. 12 années, 1578-1586, au cours desquelles la contre-révolution avance, la contre-révolution aristocratique avance de la noblesse, et où on se pose la question de la survie de la révolution bourgeoise. Vous avez déjà 1578-1579 la réaction nobiliaire catholique et aussi orangiste. Pour contrebattre ce radicalisme populaire, l'aristocratie wallonne se cherche un nouveau roi et elle trouve le duc d'Anjou, frère de François Ier. De son côté, Orange essaie de calmer le jeu. Essentiellement, il essaie de calmer la mobilisation populaire. Là, dans cette phase-là, il est dans un entre-deux. Il n'est plus en train de chevaucher la révolution bourgeoise. Il essaie de calmer le jeu et il propose la paix de religion. Mais sa proposition fait pchit. Elle se heurte au refus de tous. La réaction nobiliaire catholique se manifeste par l'écrasement de la commune d'Arras par la noblesse wallonne. Par ailleurs, l'Artois, le Hainaut et la Flandre wallonne rompent avec les États généraux en 1578. En outre, le nouveau gouverneur de Philippe II, Alexandre Farnèse, récupère ce mouvement contre-révolutionnaire et prend la tête de l'Union d'Arras. En face, les provinces révolutionnaires constituent l'Union d'Utrecht en 1579. Voilà, donc ce que je retiens de ça, c'est que vous avez 3 provinces qui rompent avec les États généraux. Ça, c'est fort. Hein. L'Artois, le Hainaut et la Flandre wallonne. Ça, c'est un recul de la révolution bourgeoise. Et puis, le gouverneur de Philippe II, Alexandre Farnèse, qui manœuvre dans tout cet ensemble-là et qui essaie de tirer les marrons du feu pour son camp. C'est le camp de Philippe II. Encore une fois, intrication entre révolution bourgeoise et guerre de libération nationale. Ça, c'était 1578-1579, un moment bref. 1580-1585, c'est la question de l'Union d'Utrecht qui a été constituée en 1579 et qui va mettre en place un encerclement royaliste, motif d'inquiétude supplémentaire pour la révolution bourgeoise. Et là, ce sont vraiment des années de reflux. Il va y avoir la capitulation de Ypres, de Gand, de Bruxelles, d'Anvers, et par-dessus le marché, Guillaume d'Orange va être assassiné en 1584. Donc tout ça, c'est du reflux qui s'ajoute au reflux. À cette date, la zone révolutionnaire est à peu près revenue à ce qu'elle était au tout début,
c'est-à-dire les trois premières provinces libérées. Voilà, que va devenir la révolution bourgeoise? Grande inquiétude. Eh bien, le pire n'est jamais sûr. L'Angleterre va jouer, c'était sans compter sur l'Angleterre. Celle-ci, d'un mauvais œil, l'avance, oui, enfin celle-ci, d'un mauvais œil, l'avance espagnole aux Pays-Bas, avec lesquels elle est très liée économiquement. La perspective d'une hégémonie espagnole encore accrue en Europe, qui ne peut que renforcer les catholiques irlandais, lui déplaît. Voilà. Donc l'Angleterre, elle va faire connaître évidemment son mécontentement, en particulier à l'Espagne. Et donc entre 1585 et 1590, on va connaître une nouvelle période au cours de laquelle Philippe II va se retirer des Pays-Bas. Il va se retirer des Pays-Bas et il va se reconcentrer sur la France et un autre pays, l'Angleterre. Pourquoi? Il ne veut pas mécontenter l'Angleterre, il veut l'endormir, on va dire, parce qu'en fait il a un projet, c'est de l'envahir. Il veut envahir l'Angleterre, Philippe II. Il prépare une flotte dont le nom est connu, l'Invincible Armada. L'Invincible Armada. Donc ça prend du temps, bien sûr, de construire une telle flotte. Sauf que en 1588, l'Invincible Armada, elle est défaite par la Royal Navy. Et donc, Philippe II, il est gros Jean comme devant. Il faut qu'il oublie ses rêves en ce qui concerne l'Angleterre. On aurait pu penser qu'il allait de nouveau se concentrer sur les Pays-Bas. Eh bien non, il se tourne vers la France. Parce qu'en France, il y a quelqu'un à qui il veut prêter main forte. Ce sont les Huguenots, la Ligue des Huguenots. Et donc Philippe II va apporter son soutien à la Ligue des Huguenots. Les conséquences ne se firent pas attendre. L'Angleterre reconnut les nouvelles institutions républicaines hollandaises et les soutint prudemment. Les insurgés en profitent pour desserrer l'étau militaire. En 1590, les États généraux renoncent définitivement à la recherche d'un souverain et proclament la République des Provinces Unies des Pays-Bas. Voilà. On s'approche de quelque chose là, hein, puisque les révolutions bourgeoises, ou la révolution, on va dire les révolutions bourgeoises, province par province, là elles retrouvent de l'air. Philippe II est, disons, plus concentré sur l'Angleterre, et il a renoncé à toute une série d'objectifs. Il est toujours là quand même, hein. La guerre avec Philippe II, elle va durer jusqu'en 1648. 1648. 1648, je dis bien. Donc c'est une vaste période. Mais elle ne va plus avoir la même intensité ni les mêmes enjeux. Puisque vers la fin, dans les années 1630-40, Philippe II a en face de lui des États constitués, des États bourgeois constitués, et qui ont commencé à s'organiser, à constituer des armées, etc. On ne parle plus de milices, ce sont des armées d'État. Alors l'issue, je la décris rapidement. En 1596, l'alliance tripartite Angleterre, France et Pays-Bas va éloigner
définitivement le danger espagnol. Philippe II meurt en 1598, en laissant comme seul bilan d'avoir stabilisé le sud de la région des Pays-Bas. Le sud, c'est c'est la partie qui va devenir la Belgique, qui va s'appeler la Belgique par la suite. La guerre, toutefois, elle va continuer jusqu'en 1609, épuisant financièrement les deux protagonistes, et ce n'est qu'en 1648 que l'Espagne va signer officiellement la trêve avec la République, la nouvelle République des Provinces-Unies des Pays-Bas. Vous voyez, en 1648, la guerre, elle a plus ou moins pris fin vers 1609. Et elle va reconnaître son indépendance en 1648 avec la trêve. La suite de tout ça, c'est 1609, nous sommes au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, c'est le siècle hollandais. La suite, ça va être un énorme développement de la République des Provinces-Unies des Pays-Bas, République des Provinces-Unies des Pays-Bas. Elle va partir à la conquête de nouvelles colonies. Je ne sais pas si vous avez une idée desquelles. Java, Ceylan, Formose, le Cap. Les Pays-Bas vont s'emparer de ces endroits-là. Et donc encore une fois, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a une république qui est dirigée à la fois par la haute bourgeoisie et la dynastie d'Orange-Nassau. Voilà la situation dans laquelle on est en 1609, 10, les années 1620, etc. C'est-à-dire la noblesse, la bourgeoisie et la noblesse. Mais la dominante économique, c'est la bourgeoisie, et on a une dominante qui est une autre dominante concurrente à celle de la bourgeoisie, qui est la noblesse. Le XVIIe siècle qui s'approche va être pour les Pays-Bas le siècle d'or, au cours duquel vont converger et s'épauler mutuellement, dit De Vogue, humanisme, calvinisme et mentalité commerçante, créant, poursuit-il, des conditions exceptionnelles pour l'épanouissement des lettres, des arts et des sciences. Voilà. Et jusqu'à la Révolution française, eh bien comment on dit, la République des Provinces-Unies des Pays-Bas va être une référence pour les révolutionnaires pendant tout le XVIIe en France. Descartes, hein, il s'exile aux Pays-Bas parce qu'en France, il est mal vu, il est inquiété. Donc il s'exile aux Pays-Bas. Je crois bien ne pas dire de bêtises en disant que c'est aux Pays-Bas qu'il rédige les méditations métaphysiques. Pour le discours de la méthode, je n'en dirai rien, je ne le sais pas, mais les méditations métaphysiques, sauf erreur de ma part, bien sûr, c'est aux Pays-Bas qu'il les rédige. Bon, et jusqu'à la Révolution française. Juste, si tu permets, il y a eu une situation de colonisation, parce que c'est pour cela que l'Angleterre, la France s'affrontaient avec les Pays-Bas dans différentes périodes, parce que souvent les Pays-Bas étaient précurseurs. Si vous prenez la Guyane, Suriname, c'est les Pays-Bas. Ah oui. Donc après les Français ils ont foutu dehors, et d'autres territoires, les Anglais ils ont foutu dehors. Mais ils étaient aussi bien dans le Pacifique que dans l'Atlantique, parce qu'ils avaient une marine très très développée, et c'était devenu une grande puissance financière. Le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils n'avaient, comme c'était un petit pays par rapport au nombre, ils ne pouvaient pas maintenir la colonisation sur ces territoires. Mais quand même, la petite période du début, ils se sont énormément enrichis. Oui, oui, d'accord. Ouais.
Oui, ces bourgeois, ce sont des bourgeois commerçants. Bourgeoisie commerciale. Et ce n'est qu'après, je l'ai mentionné, que Amsterdam va devenir une place forte financière. C'est un petit peu après, dans le courant de la révolution bourgeoise. Mais la grande affaire des Provinces-Unies, c'est le commerce international. La flotte néerlandaise est la plus forte d'Europe, de la Baltique. Elle ramène le bois, le lin, le chanvre, les cordages. Elle pêche le hareng au large des côtes anglaises et écossaises. Elle transporte les draps anglais, le sel Biscaye, la soie et le vin de Méditerranée. Tous ces produits s'emmagasinent à Amsterdam, devenu le plus gigantesque entrepôt d'Europe. Déjà. Voilà. Et puis, bon, le 17e va se passer, et puis ça va décliner au début du 18e. Dans le deuxième quart du 18e, on va dire année 1720, 1730, 1740, ça va décliner. Alors là, c'est ce que tu disais, c'est un petit pays, donc ils sont écrasés par le poids des dépenses militaires, évidemment, 1,5 million quand même. Même si à la fin, allez savoir, ils sont peut-être plus que 1,5 million. Admettons qu'ils seraient 2 millions, mais c'est pas ça qui change la donne, ça change pas grand-chose. Donc le poids des dépenses militaires, le poids des impôts, directs et indirects, que tout cela induit, et qui aussi a une autre séquence encore, c'est que ça rend la vie chère. Hein? Beaucoup d'impôts, ça rend la vie chère. Bref, et la vie chère, ça veut dire des salaires. Et donc, l'économie des Pays-Bas va finir par ne plus être compétitive, surtout que, au 18e, quel est le pays qui commence à se remuer et à bouillonner? C'est l'Angleterre. L'Angleterre, elle est en train de faire sa première révolution industrielle. Hein? Non, industrielle. Voilà, elle est en train de faire sa première révolution industrielle. Alors, les produits industriels des Pays-Bas, très vite, ils vont pouvoir aller se rhabiller. Hein, ils vont plus faire ça. Voilà. J'insiste de nouveau sur le fait que il y a beaucoup de références de bas de page dans le texte que vous aurez, qui sera mis à votre disposition. Je vous invite vraiment, si le sujet, bien sûr, vous intéresse, hein, si ça vous intéresse, à vous y référer, parce que vous avez vu hein, que moi j'ai survolé. Hein, j'ai survolé et j'ai insisté sur 3 ou 4 choses qui me paraissaient très importantes. Sur la complexité, j'ai mentionné tous les grands moments de complexité, mais quand même on a survolé. J'ai prononcé des noms de lieux, des noms de personnes, etc. Peut-être ça vous aidera si vous avez la curiosité de vous référer à une histoire des Pays-Bas ou de vous référer aux notes de bas de page. Ça vous aidera à vous y retrouver. La prochaine fois que... Ah oui. J'ai juste deux réflexions. Une, on s'aperçoit que l'Europe elle est constituée parce que cette monarchie, c'est les cousins, les machins, l'Autriche, l'Allemagne. La dernière, puisque je connais bien, mettons la Bulgarie, quand les Russes ils les ont libérés de l'Empire ottoman, comme ils n'avaient pas de prince ou quoi, ils sont allés chercher un Saskobourg. Le premier tsar en 1873 en Bulgarie, c'était un Saskobourg. Mais vous voyez bien ce Big Bang. Après, une autre anecdote. Savez-vous que le flamenco a été créé en Flandre? Non. Et par les Espagnols? Non, par les Gitans. Ah. Les Gitans, ils n'avaient pas le droit d'être armés, ah bon, mais c'est eux qui s'occupaient des chevaux. Parce qu'il n'y avait pas de voiture à l'époque. Hein, donc ils s'occupaient, pendant que les Espagnols se battaient, ben, eux ils faisaient la fiesta, et du coup, ils ont créé cette musique flamenco qu'ils ont ramenée en Espagne. D'accord.
c'est une histoire, il y a des histoires assez... C'est une anecdote parce que tu parlais de la Hollande, mais des fois, et je crois qu'il y a un lien avec Mouflandre et Flamenco, je ne sais plus, j'avais participé à une conférence, et on a dit, mais c'était, parce qu'eux ils faisaient la bombarde, les gitans, parce qu'ils n'avaient pas, on leur donnait pas d'armes, mais il fallait qu'ils s'occupent de l'entretien des chevaux, c'était leur spécialité. Puis il y en avait beaucoup en Espagne, des gitans, donc ils ont suivi les armées et ils ont créé ce flamenco qu'on a plaisir à écouter et à avoir dansé. Moi je suis né à Calais et j'ai travaillé au début de ma carrière à Calais, puis après tout à fait à la fin, vers la fin de ma carrière aussi. Et il y a plein d'échos de cette occupation espagnole. Ah ouais, ouais. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a plein d'échos, des noms de lieux, des noms de rues, enfin, etc. Et puis il y a des historiens du Nord-Pas-de-Calais, de la région du Nord, qui entretiennent aussi cette mémoire de l'occupation espagnole, etc. Donc dans la région du Nord, l'occupation espagnole, elle n'est pas vécue comme... bon, c'est vieux de toute manière, c'est loin, tout ça. Ça fait des siècles et des siècles, donc bon, on va pas se prendre le chou avec ça. Mais cette présence espagnole, elle est évoquée comme une réalité qui ne suscite plus d'état d'âme particulier, mais on en parle. Voilà, donc... Parler à notre génération, mais les jeunes, non. Oui, alors implicitement, oui, c'est vrai. Je parle de notre génération, ça c'est bien vrai, il fallait mentionner. Donc, la suite de ça, ce sera le 4 et le 11 décembre. Je ne sais pas si vous serez là. Victor, tu seras là le 4 et le 11 ? Je crois bien, oui. Bon, d'accord. Parce que lui, il va être concerné. Là, je vais opérer devant un national, le national de l'étape.